Bonjour à toutes et à tous, je suis Fatoumata Assira Diallo, présidente de la Fondation Aide. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va examiner et tenter de répondre à la question suivante. Le rôle de la police varie-t-il en fonction des sociétés? C'est le deuxième webinaire organisé par la Fondation Aide, Ensemble pour le développement, dans le cadre des débats touchant aux questions de gouvernance et de sécurité humaine que nous avons lancés pour examiner et échanger sur les questions d'actualité. Je voudrais simplement rappeler que la Fondation Aide est une organisation à but non lucratif qui accompagne les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, tout en plaidant pour le renforcement des connaissances, des capacités, de la coopération, de l'entraide et du dialogue. D'accord, donc comme je disais, j'ai le privilège d'avoir un panel de choix pour m'accompagner dans ce webinaire. Alors sans plus tarder, je voudrais les présenter. Je vais commencer par le docteur Virginie Briand. C'est une collègue et une amie de longue date. Dr Briand a un doctorat en économie. Elle est experte en développement international et en gouvernance. Elle a beaucoup travaillé avec la Banque mondiale au Mali et avec la coopération britannique DFID en RDC. Nous avons notamment travaillé ensemble sur la réforme de la police nationale congolaise en RDC. Donc, merci, Dr Virginie, d'avoir accepté cette invitation. Merci, Fatoumata, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous. Merci. Ensuite, j'ai la commandante Seynabou Diouf Mbaké. C'est un honneur et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Elle a acquis plus de 30 ans d'expérience au niveau national et international, d'abord dans son pays, le Sénégal, et auprès des Nations Unies dans les missions de maintien de la paix. Commandante Diouf a travaillé au Darfour, au Mali et en RDC. Et d'ailleurs, en 2019, elle a reçu le prix de la policière de l'année des Nations Unies pour son travail exceptionnel qu'elle a fait en RDC pour accompagner les femmes victimes de violences sexuelles. Donc, merci, commandante, d'avoir accepté cette invitation. Merci, Madame Dr Diallo. C'est un honneur pour moi que de joindre ce haut panel et d'y participer. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, c'est un plaisir. À tout à l'heure. Et enfin, Dr Mathurin Onyepo, consultant et chercheur. Dr Matt est un expert des questions de gouvernance du secteur de la sécurité, de la réforme du secteur de la sécurité et des stratégies de sécurité nationale. Dr Matt est également titulaire d'un doctorat en sciences politiques, mais bon, comme si ça ne le suffisait pas, il a également un autre doctorat en relations internationales. Dr Matt est auteur de nombreux ouvrages sur les questions de gouvernance et de sécurité en Afrique. Et je voudrais également signaler que Dr Mathurin nous accompagne beaucoup dans le travail que nous faisons au niveau de la Fondation Aide. Donc, merci beaucoup, Dr Matt, d'être là aujourd'hui avec nous. C'est moi qui vous remercie, Dr Diallo. Merci donc à ce panel. Donc, j'aimerais juste faire quelques précisions avant de lancer le débat. Je voudrais préciser que ce débat est en deux parties. La première partie est consacrée aux interventions des panélistes qui vont s'appesantir sur quelques notions et concepts clés sur la police. Et ensuite, on aura une deuxième partie. Cette deuxième partie, elle est fondamentale et nous la privilégions parce que nous permet participants pour avoir vos commentaires, pour avoir vos suggestions, mais également pour avoir vos avis et vos réactions par rapport à votre expérience, à votre connaissance. Donc, nous vous invitons dès maintenant à envoyer vos questions, à envoyer vos commentaires. Ce sera vraiment une partie d'échange, d'interaction et dynamique. C'est comme ça que nous la voulons. Donc, je vous invite encore dès maintenant à envoyer des questions. Maintenant, sans plus tarder, je voudrais inviter Dr Matt, qui est mon co-modérateur aujourd'hui, à introduire la thématique et également à planter le décor de ce webinaire. Donc, Dr Matt, à vous. Merci, Dr Diallo, pour l'invitation. Je voudrais d'entrée les autres collègues. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'avoir trois dames merveilleuses pour m'accompagner dans cette belle entreprise. J'en suis vraiment ravi. Mais avant de parler, d'introduire le sujet, j'aimerais quand même dire quelques mots sur ma co-modératrice, panéliste et présidente de la Fondation Aide, qui est Dr Fatoumata Assira Diallo. Vous avez une spécialiste des questions de démocratie, de bonne gouvernance, de développement et surtout de la gestion du secteur de la sécurité. Et le rôle de la police est un sujet qui lui tient à cœur. Elle est titulaire d'un PhD en relations internationales et diplomatie et vient de publier aux éditions L'Harmattan à Paris, State Policing in Sub-Saharan Africa,
The Weakest Link of Security Sector Governance. C'est un livre très important qui vient un peu étayer la situation de la gestion du secteur de la sécurité, parce que pendant longtemps, certains d'entre nous avons cru que c'était les relations civilo-militaires qu'il fallait aborder. Et avec son livre, on a vu que c'est plutôt la police qui est la force la plus proche de la population. C'est là où il faut vraiment, c'est ça qu'il faut aborder si on veut avoir une gestion saine du secteur de la sécurité. Cela dit, je vais passer brièvement à l'introduction du sujet. C'est vrai que nous avons pendant longtemps, en tant qu'humains, les humains n'ont pas toujours été grégaires. Et les humains, pendant longtemps, vivaient dans des grottes et des cavernes, et chacun vivait sa vie tranquille. Mais dès que la notion de la cité, à savoir vivre en société, en communauté, est apparue, il est aussi apparu nécessaire de s'entendre sur un ensemble de règles, de normes. Alors, cela fait que le groupe qui a été décidé, le groupe qui s'occupe de la sécurité et de la cité ou de la police, c'est simplement ça qu'on appelle la police. Et la police n'a pas toujours été armée dès le début d'ailleurs, mais c'est un groupe de personnes à qui on a confié la protection des citoyens et de leurs biens, le maintien de l'ordre et l'application de la loi. Voilà ce que nous avons eu comme la police pendant longtemps. Mais il s'agit d'une institution qui devrait être encadrée par la loi. Je crois que c'est très important d'affirmer ça d'entrée. C'est une institution qui est encadrée par la loi et qui détient une partie du monopole de la violence légitime, tel qu'affirmé par Wes Weber, que l'État possède. C'est en fait l'État qui possède ce monopole de la violence. Et quand on dit l'État possède, en fait, ce sont les citoyens. Donc, c'est aussi important puisque l'État détient sa légitimité du peuple. Donc, en réalité, ce sont les citoyens qui possèdent le monopole de la violence. Et maintenant, ils délèguent ça, où l'État donne mandat à la police pour que la population et leurs biens soient protégés. Alors, au lieu d'être disons, au service du peuple, et c'est là où nous entrons vraiment dans notre sujet, et très souvent, on observe que la police, qui croit plutôt qu'elle est au service de l'État ou de la nation, il y a des comportements, il y a des abus, il y a des violences injustifiées. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir la problématique même de la mission de la police dans la société s'est posée à partir des abus et des violences. C'est en cela que nous sommes maintenant aujourd'hui en face de cette question importante, à savoir, est-ce que le rôle de la police doit varier en fonction des sociétés? Voilà ce que j'avais à dire rapidement pour introduire le sujet. D'accord, merci beaucoup, Dr. Matt, pour cette introduction qui est aussi bien précise que concise, qui définit clairement le cadre de ce débat. Elle nous donne une bonne compréhension du cadre dans lequel intervient la police, aussi bien avant que maintenant. Ça m'amène à poser une première question au panel, c'est de savoir, selon vous aujourd'hui, quel est le rôle et la place de la police dans la société? Je vais commencer par Dr. Virginie. Oui, merci, Dr. Diallo. Moi, il m'a semblé intéressant par rapport à cette question, en fait, de l'aborder sous l'angle de la gouvernance. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la gouvernance, elle a trait à tous les domaines de la vie en commun, notamment dans le domaine sécuritaire. Et donc, c'est important, effectivement, de se poser la question de qu'est-ce que c'est que finalement cette gouvernance dont on parle tant et en quoi elle peut apporter des éléments de réponse et des éclairages intéressants par rapport aux questions qui nous intéressent en général par rapport à la police et celles que vous avez posées pour ce webinaire. Alors, peut-être revenons tout simplement à une définition de base de la gouvernance. Moi, il y a une définition en fait du PNUD que j'aime bien. Et cette définition, je vais vous la donner, c'est l'ensemble des règles, des procédures et des comportements par lesquels les intérêts sont articulés, les ressources sont gérées, le pouvoir exercé et les gouvernants tenus responsables.
Et alors, pourquoi c'est une définition, effectivement, que j'aime bien? Parce que je trouve qu'elle nous donne les trois piliers fondamentaux de la gouvernance et donc du cadre dans lequel la police, notamment, intervient dans les sociétés que l'on étudie. Donc, le premier volet, le premier axe, ça va être les règles. Donc, les règles, c'est quoi? Juste, docteur Virginie, juste, docteur, un instant, je vais vous interrompre. On aura l'occasion de revenir sur justement cet aspect-là, les règles, la déontologie et l'éthique de la police. Je vous donnais beaucoup plus de temps, en fait, pour intervenir. Mais là, j'aimerais juste que vous me définissiez, juste selon vous, qu'est-ce qui est le rôle et la fonction de police dans la société. Selon vous, juste, par exemple, en 1 minute, comment vous définiriez la police? Bon, je pense qu'effectivement, le rôle fondamental de la police, c'est la protection des populations, et c'est ce que vous disiez et ce que disait le docteur Mathurin. C'est le rôle premier de la police. Après, reste à savoir effectivement comment la police est organisée, quels sont les droits qui lui sont conférés par l'État pour pouvoir remplir cette mission de protection. D'accord, merci. Commandant Seynabou Diouf, selon vous, quel est le rôle et la place de la police dans la société? Voilà, je vais prendre le pas au docteur modérateur pour dire oui, la police, elle est là, elle est une institution qui est là pour protéger les biens et les personnes. Mais c'est aussi une institution qui détient un mandat pour exécuter ou bien pour veiller sur l'ordre dans la société. Et en veillant sur l'ordre dans la société, elle peut répondre en utilisant cette violence légitime dont elle est détentrice. Et la police, le recrutement ne se fait pas ailleurs, elle se fait dans l'État qu'elle sert. Donc, c'est des membres de la communauté qui sont recrutés pour gérer cette police suivant un mandat bien d'ordre. Pour ne pas trop m'hasarder et dépasser 1 minute, je vais dire la police est là pour protéger, elle est là pour promouvoir les droits de l'homme. C'est ce que je vais dire en attendant et en disant qu'il nous faut des policiers bien formés pour mener à bien cette mission-là. Merci. Merci beaucoup, commandante. C'est des points très intéressants, surtout par rapport à la formation, par rapport à la protection des droits de l'homme, par rapport à la protection des personnes et de leurs biens. Et docteur Mathurin, qu'est-ce que cela évoque pour vous, cette question? Disons que le rôle et la place de la police dans la société, à mon avis, et je vais me référer un peu à ce que Dr Brian et la commandante Seynabou Diouf Maki viennent de dire. Il y a d'abord les droits et devoirs de la police tels que déterminés par les lois, mais il y a le fait, et c'est très important de le noter, et parfois on parle comme si la police, c'est une entité étrangère, extérieure à la société. Alors qu'en fait, la police, c'est des groupes, c'est une institution que la société même a décidé, à qui la société a confié la gestion de sa sécurité. C'est ça qui est important. Mais malheureusement, comme la police parfois se comporte comme si elle est en dehors de la société, c'est ça qui fait qu'on pose le problème, la question du rôle et de la place de la police dans la société. Sinon, en tant que bras armé de l'État et qui est chargé du maintien de l'ordre et de l'application de la loi, il faut nécessairement que cette police soit intégrée et qu'il y ait des liens de confiance entre la société et elle. Sinon, on risque de ne pas faire un bon travail, à mon avis. Je suis bien d'accord avec vous trois. Effectivement, pour simplement compléter et ne pas répéter tout ce que vous avez déjà dit, le policier, c'est un civil en uniforme qui vit au sein de la société. C'est l'acteur de sécurité. Donc, il est à même d'être en mesure de protéger cette population-là. Et comme on a dit également, le policier a le mandat de protéger ses concitoyens, même s'il doit en même temps lutter contre le banditisme, la délinquance et la criminalité. Souvent, il y a cette définition que j'aime bien de la police, c'est de préserver l'ordre, mais une activité qui est aussi le maintien de la paix. Et lorsqu'on parle de maintenir la paix, on voit également dans le maintien de leurs biens. Et c'est ça qui est très intéressant, justement. Et en
parlant de tout cela, je me suis dit qu'on était entre nous en tant qu'experts sur cette question-là, mais il serait également important et même intéressant, pertinent d'entendre aussi une citoyenne, pas simplement les experts qui sont en train de débattre de questions de sécurité et de gouvernance, mais citoyenne qui pourrait nous donner son avis et son idée de la police. Alors, je voudrais inviter mademoiselle Hadiamou Minatou Diarra à accepter de témoigner aujourd'hui, de nous parler en quelques mots de son idée et de son expérience de la police. Votre idée et votre expérience de la police. Bonjour à tous. Alors, je vais me représenter encore une fois. Je m'appelle Adja Diarra. Je suis consultante en marketing et infographiste spécialisée dans la création de logos. Et je suis vraiment ravie d'avoir été invitée à ce webinaire sur la police et de pouvoir vous présenter mon témoignage. Alors, je suis un peu une citoyenne du monde. J'ai pas mal voyagé. J'ai grandi au Togo. J'ai vécu en France pendant quelques années et je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, ça m'a donné le temps de voir certaines choses, de constater certaines choses un peu partout, en fait, surtout en Occident, vu que j'y ai passé pas mal de temps. Alors, l'une des choses que j'ai remarquées, c'est que la plupart du temps, le problème entre la police et les citoyens vient un peu d'un problème d'inéquité raciale. Et pour montrer cet exemple, en fait, je me souviens encore d'une anecdote qui date d'une quinzaine d'années environ. Lorsque j'étais avec un ami en voiture, un ami noir de nationalité française, et nous nous sommes fait arrêter par la police à un feu rouge, et ils nous ont demandé de descendre de la voiture après que mon ami leur ait expliqué qu'il n'avait pas sa carte d'identité avec lui. Alors, ça a rapidement dégénéré et ils ont appelé les services d'immigration et tout. Mais heureusement, on a réussi à s'en sortir sans trop de problèmes. On a réussi à régler la situation après que son colloque soit venu pour confirmer son identité et tout. Ça, c'est juste l'un des exemples que j'ai vu, que j'ai constaté et tout, mais ce n'est pas le seul, malheureusement. J'ai vécu d'autres choses et tout. Et une fois que je suis arrivée aux États-Unis, je pensais que la situation serait meilleure ici, en fait. Mais je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas le cas parce que les problèmes entre la police et les citoyens sont encore plus exacerbés aux États-Unis. Et il y a un véritable désavantage sociétal lorsqu'il s'agit des Noirs américains, en fait. Alors, pour pallier à ce désavantage, ce que la plupart des familles américaines font, c'est qu'ils ont une discussion qu'ils appellent The Talk. Les parents ont cette discussion avec leurs enfants. Et c'est une conversation durant laquelle ils expliquent à leurs enfants que malgré le fait que sur papier, ils aient les mêmes droits que tous les autres enfants, la réalité des choses est légèrement différente et ils seront exposés à certaines iniquités en fait. Et ils devront travailler beaucoup plus dur pour réussir à atteindre leurs objectifs et ils devront être beaucoup plus vigilants lorsqu'il s'agit d'altercations avec la police. Il y a un autre exemple de ça d'ailleurs, ce qui s'appelle DWB, c'est quelque chose que j'ai découvert ici. Ça veut dire Driving While Black, c'est-à-dire conduire en étant noir. Et c'est une situation dans laquelle un individu sera tout simplement en train de conduire sa voiture et il va se faire arrêter et on va lui demander une vérification de papier, soi-disant qu'il y a un problème avec sa voiture ou autre chose. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, on commence à comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de cas, de cas similaires, en fait. Et même quand on lit les news, quand on va sur Internet, qu'on vérifie et tout, on se rend compte que la situation n'arrête pas de se dégrader. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai encore entendu parler d'un problème lors d'une manifestation dans le Bronx en décembre 2020, où la situation a encore dégénéré et la police a encore commencé à attaquer les citoyens. Je voudrais juste terminer en disant qu'il y a quelque chose qui m'a fortement interpellée lorsque je m'en suis rendu compte. C'est l'appellation de la police au Canada comparée aux États-Unis. Parce qu'au Canada, on parle de service de police, alors qu'aux États-Unis, on parle de force de police. Alors, c'est juste un petit mot qui fait juste une petite différence techniquement, mais ça montre réellement la perception que la population a de la police. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, mademoiselle Diarra, pour ce témoignage. Vous avez mentionné plusieurs points intéressants, en fait, notamment cette subtilité que vous faites entre force de police et
services de police. Mais c'est un point sur lequel nous allons revenir, sur lequel nous allons revenir un peu plus tard dans le débat. Mais juste pour finir avec votre témoignage, j'aimerais juste vous demander, selon vous et selon cette expérience que vous avez de la police des États-Unis avec cette façon de se comporter vis-à-vis de la population noire, selon vous, qu'est-ce qui pourrait améliorer le travail de la police ou bien améliorer les relations entre la police et le public? Rapidement, en 1 minute, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'en fait, tout le système des services de maintien de l'ordre a besoin d'une refonte totale. Je pense qu'il faudrait commencer déjà avec les officiers qui ont besoin de désapprendre certaines habitudes, certains réflexes qu'ils ont et qui les transforment en fait de statut de défendeur en statut de perpétreur. Il y a aussi les académies de police qui devraient avoir un système d'évaluation plus développé et peut-être mener plus de tests sur les individus de manière à pouvoir détecter les problèmes beaucoup plus rapidement. Les municipalités aussi devraient être plus rigoureuses, je pense, parce qu'ils devraient mettre plus l'accent sur la responsabilité de la police dans la société. Et je pense que les acteurs gouvernementaux ont aussi besoin de mettre des lois en place qui pourraient permettre de garde-fous, en quelque sorte, pour la police, parce qu'ils ont besoin de comprendre, en fait, qu'ils n'ont pas juste le droit de faire respecter la loi, mais ils ont aussi le devoir de respecter les droits de la population dans son ensemble. Et je pense que tout ça, ça pourrait permettre en fait une réconciliation entre la police et les citoyens. Merci beaucoup pour ces conseils et pour votre partage d'expérience. Et donc, comme je disais, on va revenir sur le débat. Dans le témoignage de Mademoiselle Diarra, j'ai noté un point très pertinent. C'est le comportement biaisé en fait du policier aux États-Unis selon la personne en face, en fonction de la race, en fonction de la couleur de peau. Et selon plusieurs études, une personne noire a plus de chances de se faire tuer par un policier qu'une personne blanche. Et cela m'amène à poser la question suivante à Dr Matt. C'est la police reflète-t-elle la société qu'elle est censée servir? Merci, Dr Diallo. En réalité, pour répondre à cette question, il faut voir 2 aspects. Il faut voir la théorie et la pratique. Et je crois que dans la théorie, on peut d'emblée dire que la police, compte tenu du fait que ce sont des civils en uniforme, c'est des gens de la société, après tout, qui sont en uniforme pour la protection des personnes, de leurs biens. Donc, dans l'idéal, c'est ce qui devait se passer. Dans la pratique, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais quand vous faites attention, souvent on parle, et comme l'a dit Madame Adja Diarra, je crois que, bon, et je suis certain que le directeur Diallo va en parler tout à l'heure, cette notion importante de service par rapport à la force, c'est très important et j'espère qu'on arrivera là, parce que la police, des forces de l'ordre, force de police, et le policier est gardien de la paix. Il faut aussi remarquer que la police est un instrument politique après tout, au service d'un régime ou d'un système, ça aussi il faut le dire. Et pour avoir des liens de confiance entre la police et la société, c'est important que cette police reflète la société qu'elle est censée défendre. Je crois que c'est très important. Alors, il faut, à mon avis, une certaine symbiose. Et c'est en cela que la police, à mon avis, devait par essence être communautaire. La police, c'est la collectivité qui détermine, qui choisit sa police et qui lui donne les rôles dans la société. Et cette communauté devait avoir quand même quelque chose à dire dans les décisions, à mon avis. Les objectifs généraux de la police devaient être déterminés par la société et non pas le directeur ou simplement les responsables de l'État. Les fonctions de la police, il y a un certain nombre de choses. Il faut qu'en amont, on ait recueilli l'avis de la communauté, de la société que la police est censée servir. Dans cette étape, je crois qu'il y a des fois qu'il y a un décalage entre la police et la société qu'elle sert. Alors, il y a aussi les délits et les crimes. On ne peut pas présumer que c'est les mêmes partout selon les sociétés. Et je vous donne un exemple très simple. Quand vous allez dans certains pays de l'Afrique orientale, Afrique de l'Est, et j'ai appris ça pendant que j'étais à Nairobi une fois, et le vol de bétail qui en fait, c'est un crime. Mais pour le doter dans certains groupes ethniques là-bas,
il faut aller voler le bétail. On ne l'achète pas. C'est un bétail que vous avez volé, que vous donnez en dot. Ça représente le courage, la stratégie. Je ne sais pas ce que ça représente, mais voilà par exemple une nuance. Or, le vol est censé être puni. Celui qui va voler un bétail, par exemple, pour la dot, compte tenu de la tradition ou des coutumes, est-ce que cette personne a volé ou pas? Donc, je crois que c'est en cela que la police doit refléter un peu la société qu'elle est censée servir. Sinon, si on prend les mêmes crimes ou délits et on veut les transposer d'une société à l'autre, j'ai l'impression qu'on risque de passer à côté, ce qui m'amène encore à conclure en disant que la police doit sortir vraiment de la société et refléter cette société qu'elle est censée servir. Merci beaucoup, docteur Mathurin. En fait, vous avez fait même moins de temps que ce que je vous avais donné, mais ça nous laisse beaucoup plus de temps pour les débats. Et je rappelle encore aux participants que c'est le moment d'envoyer leurs questions, de faire leurs commentaires. Ce sera l'occasion justement de débattre de toutes ces questions-là et aussi de bénéficier de leurs connaissances et de leur expérience. Ma deuxième question, je vais me tourner vers commandante Seynabou Diouf Mbacké. Compte tenu de votre expérience aussi bien au niveau national en tant que policière, en plus officier de police au niveau national et aussi au niveau international dans les missions de paix, est-ce que vous pourriez partager cette expérience en comparant et en contrastant justement la profession police au niveau national par rapport au niveau international? Merci, docteur. Parfaitement. La police, elle est exercée globalement de la même manière au niveau national qu'au niveau international. Parce qu'avant d'exercer le métier de police au niveau international, il faut une certaine base. Il faut être policier chez soi, policier dans son pays. Et policier dans son pays, il faut être formé. Comme on dit, c'est un civil habillé, mais c'est un civil formé d'une certaine manière. Un civil formé à respecter l'ordre et à faire respecter l'ordre. Les droits de l'homme, mais à faire respecter aussi les droits de l'homme. Un civil formé à sécuriser la population, mais à sécuriser leurs biens. Un civil qui, à un certain moment après la formation, va détenir une force, même létale, mais suivant un mandat. Un civil qui, à un certain moment après sa formation, et aussi peut être au service des gouvernants. Mais pour tout cela, comment se tirer de tous ces engrenages qui se mettent, tous ces challenges, toutes ces difficultés à exercer réellement sa profession. Il faut non seulement être formé, mais il faut être quelqu'un qui soit réfléchi et qui va chercher à améliorer sa condition de policier dans l'exercice de ses fonctions durant toute sa carrière. Ainsi, un policier du Sénégal qui est remarqué, qui est recommandé pour exercer dans les Nations Unies, va d'abord être testé par les Nations Unies, qui ont des instructeurs qu'ils envoient. Après ces tests, il y a une formation, ce qu'on appelle pre-deployment training. On te forme aux normes et à la législation que tu devras respecter et faire respecter dans les Nations Unies. Tout en te disant qu'il y a 3 sortes de mandats dans les Nations Unies. Il y a les chapitres 6, là où on ne te demande pas de faire grand-chose, mais d'observer, de surveiller et de rapporter ce qu'on voit. Il y a le chapitre 7 qui va te permettre de former, d'informer, mais aussi d'intervenir avec les collègues de la police locale, les collègues de la gendarmerie, les collègues de la garde nationale, comme au Mali, les collègues des sapeurs-pompiers. Parce que sur ces forces-là, la police des Nations Unies est directement leur partenaire. Et en tout cas, il y a aussi un autre chapitre
pour dire chapter 8. Le chapitre 8, c'est comme ce qui s'est passé en Gambie. On n'a pas eu besoin de forces étrangères à l'Afrique ou bien à la sous-région pour régler le problème. Donc, c'est des différents chapitres, différents mandats. Et on a l'habitude de dire à chaque mission son mandat. Il y a des mandats où c'est les Nations Unies qui viennent, qui prennent tout ce qui est souverain dans ce pays-là parce que le gouvernement est inexistant. Il n'y a pas de force, il n'y a rien, c'est le chaos total. Mais il y a aussi des missions où, comme au Congo, il y a encore un gouvernement et un gouvernement fort. Là, on les accompagne en les formant, en identifiant des collègues et qu'il faut amener vers les secteurs de réforme des institutions, comme vous avez déjà travaillé dessus. Mais quand les professionnels ont fini de travailler, ils remettent un pan de cela à la police pour qu'elle soit appliquée avec les policiers sur le terrain, pour qu'ils soient bien formés, pour que le renforcement des capacités puisse donner sous peu ou bien à l'avenir, avant que la mission ne se retire, des gens qui pourront continuer le travail valablement. Il y a aussi que, moi je dis souvent, pour dire ce que fait la police à l'international, il faut juste mettre peace et développer. On doit faire la promotion et la protection des droits de l'homme, établir ou rétablir l'autorité de l'État, du pouvoir central, appuyer les institutions s'ils existent, assister les nécessiteux, surtout les plus vulnérables, les enfants, les jeunes filles, les femmes, les vieillards et les blessés de guerre. Conseiller la police locale, je mettrai les forces de police locales. Il y a aussi encadrer et organiser les secours quand les gens ont faim, quand les humanitaires doivent se déplacer, il faut les encadrer. Il faut aussi sécuriser les périmètres de distribution de ces aides-là. Il faut aussi aider à distribuer. Il faut localiser aussi des gens, ce qu'on appelle communément des déplacés. Il faut les localiser, il faut localiser leur temps. Il faut aussi que les policiers leur parlent pour savoir de quoi ils ont besoin, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un sans savoir de quoi il a besoin. Et dans ces cadres-là aussi, il faut avoir un œil, un regard particulier sur les femmes qui ont besoin d'aide. Il faut avoir un regard particulier sur les enfants qui sont non accompagnés ou les enfants qui sont orphelins. C'est toujours des choses à monitorer. Et je dirais aussi, il faut mentorer et monitorer les activités de la police locale. Il faut être là quand ils font des enquêtes. Il faut travailler en colocation. Quand il s'agit de formation, faire des assessments. On va venir donner des formations, mais il faut analyser et il faut, après la formation, poser des questions pour savoir ce que ça a donné, qu'est-ce qu'ils ont compris, mais il faut aussi faire le suivi. Faire le suivi de ce qu'ils ont, des activités qu'ils vont mener après chaque formation. Il faut rectifier le curriculum si nécessaire. Il faut rapporter tout cela à l'autorité pour qu'on puisse changer et ça informe aussi ceux qui prennent les mandats, c'est-à-dire ça informe le bureau du secrétaire général qui est représenté dans les missions comme on dit, représentant du secrétaire général. Il faut donner l'information qui va passer par cette chaîne-là jusqu'au Conseil de sécurité et ça va impacter chaque fois sur les nouveaux mandats, les mandats qui sont le plus souvent annuels, mais des fois peuvent être biannuels. Il faut aussi travailler sur les réformes du secteur de la sécurité. Exemple, il faut former une police judiciaire spécialisée sur les violences sexuelles. Parce qu'on sait que dans les missions de maintien de la paix, dans les missions des Nations Unies, il y a quelque chose qui ravage
toutes les femmes et tous les jeunes, sans exception, que ce soit des filles, que ce soit des hommes. C'est des violences basées sur le genre. Ou bien, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien monitorer pour la discipline, pour l'éthique. Ce sont les abus et exploitations sexuelles, qui sont des faits de ces missionnaires sur les populations qui sont censées protéger. Et c'est sur ça que j'ai travaillé au Congo. C'est sur ça aussi que j'ai travaillé et c'est ce qui m'a amené à être en contact avec beaucoup de victimes. Quelque chose comme Rutshuru, où il y avait plus de 600 victimes de violences sexuelles et qui ne faisaient rien, qui ne demandaient qu'à être aidées pour plus de résilience, pour être plus autonomes. Quand on parle de tout cela, on ne va pas oublier aussi que dans nos pays respectifs, il y a des choses qu'on fait dans la police qu'il faut rectifier. Comment les rectifier? Il faut les rectifier à travers la formation. Un curriculum pour la police doit changer de temps à autre, tenant compte des exigences de l'heure. Un curriculum ne peut pas demeurer pendant 30 ans le même. Un curriculum ne peut pas demeurer pendant 20 ans le même. Le curriculum doit évoluer avec les besoins de l'heure. Et quand on parle de promotion et de respect des droits de l'homme, les policiers doivent être formés et informés. Le policier, c'est quelqu'un qui vient de la communauté. Il n'a pas une autre source que la commune locale. Donc, ce policier-là doit faire de la police communautaire, c'est-à-dire être très proche de la communauté, prendre en charge les besoins de la communauté. Positivement, il le rapportera à sa chaîne de commande qui prendra qui donnera la solution ou bien qui sera aidé par le gouvernement. Si c'est des solutions qui demandent beaucoup plus de logistique, beaucoup plus de moyens, en tout cas, le policier ne devra pas dire « je ne peux rien faire ». Le policier devra toujours rapporter, devra toujours être proche des populations. Le policier doit être quelqu'un qui est sensibilisé et qui s'est sensibilisé. On n'a pas besoin des fois d'armes pour faire le travail. On a juste besoin d'un langage conciliant, d'un langage diplomatique, d'un langage qui accroche les jeunes, même en maintien de l'ordre. Ceux qui sont chargés de la compagnie ou de la section sur le terrain, ils se dispersent dans la foule pour dire « ne faites pas ça ». Si vous cassez ça, vous allez le payer, ce sont les impôts. Donc, on va bien dire que sur la formation, sur l'information d'abord des policiers pour qu'ils en fassent une arme quand ils sont face à la communauté. Okay. Je vous remercie. Merci beaucoup, commandante Seynabou Diouf, pour votre intervention très intéressante. Je retiens l'importance de la formation, le coaching pour accompagner le policier dans le travail qu'il est en train de faire, le respect du mandat du policier aussi bien au niveau national qu'au niveau international, mais le besoin de faire des évaluations et le suivi également, ce sont des propositions très intéressantes, mais également ce qui est intéressant, c'est des programmes de formation. Et ça, c'est très important parce que le monde évolue, la société évolue, les défis, les problèmes de sécurité changent. Donc, il est important justement que le policier, les techniques de travail du policier s'adaptent au monde, à l'environnement dans lequel il vit. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points-là également avec les participants. Là, je vais passer la parole à mon co-modérateur pour qu'il prenne la relève. Le temps pour moi de respirer un peu. Merci. Merci, Dr Diallo. Et je voudrais aussi remercier Madame Diouf Mbaké pour sa brillante intervention. Il y a eu tellement de leçons dans ce qu'elle dit. Évidemment, ça se voit que c'est d'expérience et c'est ça qui est important dans ce que nous faisons, d'avoir un webinaire de ce. Nous allons passer maintenant la parole au docteur Virginie Briand qui pourrait nous parler de l'importance de l'éthique et de la déontologie de la police. À votre avis, quelle place devrait occuper l'éthique et la déontologie quand on parle de la police, qu'elle soit nationale ou internationale? Je vous remercie. Merci pour la parole. Effectivement, la question de l'éthique et de la déontologie est fondamentale en fait dans le débat qui nous anime aujourd'hui.
Je pense que tout à l'heure, je commençais à parler effectivement de comment on définit la gouvernance. Et en fait, au-delà de la notion de gouvernance, c'est le cadre dans lequel évolue ou doit évoluer la police. Et donc, toute la question par rapport à cette notion d'éthique et de déontologie, c'est de savoir quelle place elle prend. D'abord, effectivement, dans le cadre de manière théorique, donc j'irai à travers le cadre légal, le cadre légal, que ce soit les lois, les règles, les règlements, les codes de conduite, les politiques. Est-ce qu'effectivement ces deux notions-là sont fondamentalement intégrées au cadre dans lequel doit intervenir la police? Et c'est vrai que par rapport à l'intervention de mademoiselle Adja Diarra, on voit que c'est une question fondamentale en fait, parce que est-ce que l'on parle de force de sécurité ou est-ce que l'on parle de service de police? Et ce n'est pas simplement une question étymologique. S'il y a une différence d'appellation, c'est qu'on peut penser que dans les textes qui légifèrent en fait l'intervention de la police, il y a des différences par rapport justement à ces notions-là. Comment est-ce que l'on définit la notion de service? Comment est-ce qu'on définit la notion de force? Et comment la déontologie et l'éthique sont intégrées en fait dans les textes vis-à-vis de ces deux notions-là. Donc ça, c'est le premier axe qui me semble important de regarder. Le deuxième axe, c'est par rapport, je dirais, au cadre du quotidien en fait des policiers. Est-ce que dans le cadre dans lequel opèrent les policiers au quotidien, il y a justement ces notions de déontologie et d'éthique qui sont intégrées? Est-ce que ces deux notions sur lesquelles on insiste, est-ce que ces deux notions qui sont complètement intégrées aux normes de travail, aux standards de fonctionnement qui est attendu de chacun des policiers dans sa globalité? Est-ce que les process dans lesquels les missions sont menées intègrent ces deux dimensions-là? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour un policier au quotidien que de travailler dans un cadre de déontologie et de prise en compte de l'éthique dans sa multidimensionnalité? Et c'est une fois qu'effectivement ce cadre-là est défini que le policier, il va adapter son comportement. Donc, si on a à la base un cadre qui n'est pas pleinement satisfaisant par rapport à ces deux notions-là, mais qui ne correspond pas non plus, qui ne reflète pas complètement la façon dont la société a évolué, alors forcément, il va y avoir un hiatus entre son comportement et ce qu'il est attendu de lui. Donc, d'où l'importance effectivement de vérifier ça au départ. Et puis, on l'a dit, et je pense que tout le monde l'a mentionné, si on veut que les comportements s'adaptent, il faut aussi que la formation, le niveau de formation qui va faire l'articulation entre ce cadre légal et procédural et les comportements, il faut que cette formation, elle soit adaptée et qu'elle permette de faire passer les bons messages, qu'il y ait une prise de conscience et une internalisation en profondeur de la façon dont un policier doit agir eu égard au cadre dans lequel il intervient. Et donc, effectivement, c'est toute la question de la formation, de l'information, mais c'est aussi la question des incitations, en fait. Et donc, on parlait tout à l'heure notamment des conditions de travail. C'est sûr que dans des pays où, par exemple, les policiers ne sont pas rémunérés, ou très peu, ou de manière aléatoire, il est très difficile de s'attendre à ce que l'entièreté de ce qui est attendu, notamment en termes éthiques et déontologiques, que ces principes-là s'appliquent au quotidien. Je pense qu'il faut être très réaliste par rapport à ça. Et donc, effectivement, la question des conditions de travail, elle est fondamentale. Donc, information, formation, incitation, aussi bien positive que négative, et aussi les mesures de contrôle. Effectivement, Madame la commissaire divisionnaire l'a dit, il y a tout un système, je dirais, de suivi, évaluation qui doit être mis en place, de contrôle avec des sanctions pour permettre aussi une réactivité et une prise en compte des comportements, je dirais, non respectueux des principes fondamentaux que la société veut pour sa police, de façon à adopter et à ajuster, je dirais, les politiques publiques en la matière. Donc voilà, je pense que c'est de manière un peu rapide ce que je voulais dire sur le sujet. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été assez clair
en parlant de la nécessité, de la définition de la gouvernance du secteur de la sécurité et l'importance du cadre légal. Ce que je retiens qui est très frappant, c'est que ce n'est pas deux notions qui sortent de nulle part. Il faut qu'en amont, le cadre légal soit approprié, bien défini, et qu'on intègre ces deux notions en amont. Que dans la formation du policier, ils comprennent ce que c'est que l'éthique et la déontologie, la nuance entre les deux, et la nécessité de vivre par un certain nombre de normes qu'on lui demande, qu'on lui impose à lui-même. Vraiment, je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à ma co-modératrice, à moins qu'elle ait quelque chose à dire concernant ce que Dr Briand vient de dire. Non, non, tout est bon. Voilà. Vous avez très bien fait la synthèse de son intervention. D'accord. À vous maintenant, je voudrais demander, comme depuis mademoiselle Adja Diarra, le concept de force ou de service est apparu, et Dr Briand vient de l'évoquer aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que la police doit être une force ou devenir un service? Et quelle est la nuance ou l'importance de ce distinguo? D'accord, merci beaucoup, docteur Mathurin. En fait, je dirais, vous rendez mon travail un peu plus compliqué parce que tous les trois, vous avez déjà mis l'accent sur la nécessité justement pour la police d'être un service. Donc, je ne sais pas si c'était une façon de m'inciter à aller dans le même sens, mais je vais essayer parce que jusque-là, vous avez parlé de formation, vous avez parlé de la nécessité pour le policier de protéger le citoyen, de s'impliquer dans les actions de la société. Comme la commandante a également parlé du rôle de la police dans les missions de maintien de la paix, l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et tout ça. Donc, tout ça pousse le policier, en fait, à jouer ce rôle et à être un service plutôt qu'une force. Mais je vais d'abord... Allô? Docteur Diallo? Et le policier a cette mission régalienne-là, d'assurer la sécurité des personnes et des biens et des institutions. Donc, cela a déjà fait de la police une force dans ce sens-là. Il faut également indiquer, comme la commandante l'avait rappelé tout à l'heure, afin de garantir d'une manière générale l'accomplissement de sa mission de protection des personnes, le policier est autorisé par la loi à employer la force ou la contrainte légitime. Et ces principes sont consacrés aussi bien par le droit international que le droit national. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus également, le policier, il est gestionnaire des situations de violence dans sa mission quotidienne. On peut prendre des exemples dans de nombreux pays. Aujourd'hui, le policier est à l'offensive pour combattre le crime et pour combattre, par exemple, les problèmes de drogue. On peut prendre des exemples comme le Mexique ou bien le Brésil et même aux États-Unis. De plus en plus, le policier, il y a une militarisation du policier. Donc, il est de plus en plus armé. Qu'est-ce qui fait qu'il est de plus en plus armé? C'est par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'il a en face de lui. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le policier, il y a cette force. Et c'est cette force qui ressort le plus souvent plutôt que le rôle de serviteur, de protecteur de l'État. Donc, de par définition, je reviens sur ça, je dirais que la police est une force. Mais je vais revenir maintenant sur la définition étymologique du mot police, parce que police, P-O-L-I-S, veut dire cité. Si on retourne dans la définition latine, par exemple, du latin policia, qui indique organisation politique gouvernement de la cité, issu du grec ancien politeia, art de gouverner la cité, dérivé du polis qui veut dire cité, cela, même par cette définition étymologique-là, indique que le policier doit contribuer au bon fonctionnement de la société au quotidien. C'est ça son rôle, c'est ça sa responsabilité et ça devrait aussi être son mandat. La prise en compte de l'humain et de la société doit être primordiale pour le policier. Donc, le policier est fait pour protéger ses concitoyens. Alors, pour répondre à votre question, tout en restant dans les limites du temps, je dirais que la police doit assurer ses fonctions en tant que force pour appliquer et faire respecter la loi, pour lutter contre la criminalité, la délinquance et le banditisme. Mais en faisant l'usage de la force ou la contrainte légitime, elle doit se faire dans les limites de la nécessité ou de proportionnalité. Donc, comme on l'avait déjà mentionné par la commandante Sénabou,
La formation doit aider. L'éthique et la déontologie, les codes déontologiques doivent orienter le policier dans l'usage de cette force-là, pour non seulement en faisant appliquer la loi, que lui aussi, il respecte cette loi-là, parce que le policier n'est pas au-dessus de la loi. Et c'est important justement maintenant, on doit mettre l'accent aussi sur l'aspect service, pour amener le policier à servir la société, à protéger la société. Par exemple, à l'instar de certains pays comme la Grande-Bretagne ou bien le Canada, comme l'avait mentionné mademoiselle Diarra, l'accent est mis sur une plus grande ouverture de la police sur la société pour qu'elle soit mieux perçue par la population. Donc, c'est l'aspect service qui est mis de l'avant parce que le policier est celui qui vit le plus proche de la communauté. Et il est à même de mieux comprendre cette population-là. Donc, la collaboration entre police et population doit être fondamentale, elle doit être encouragée. Dans les formations, cela doit se faire. Et je crois, d'ailleurs, c'est pour cela que dans la plupart des pays, surtout aussi en Afrique, on a commencé à parler de réforme du secteur de la sécurité et de la réforme de la police. Mais je dirais malheureusement que cette réforme du secteur de la sécurité s'appesantit beaucoup plus sur l'armée que sur la police. Et même lorsqu'on fait la réforme de la police, on ne prend pas tous les aspects en compte. On a plus tendance à mettre l'accent sur les questions logistiques, sur certaines formations, mais ce sont des formations qui ne durent pas, alors que le processus de réforme doit être un processus continu. La formation, elle doit être continue, elle ne doit pas s'arrêter. Lorsqu'on parle de réforme, elle ne s'arrête pas d'un coup parce que le policier, il est formé, il a intégré certaines règles et c'est ça qui va lui permettre de fonctionner. Ça doit être dans le temps pour qu'il s'adapte au fur et à mesure par rapport aux défis environnementaux, par rapport aux défis de sécurité. Donc, voilà, il doit y avoir des dispositions, par exemple, qui doivent être mises en place pour restaurer la confiance entre l'État, la police et la population. C'est ça qui peut faire baisser les niveaux de tension et de violence. Donc, pour moi, la police doit être une institution républicaine qui puisse rendre des comptes, qui puisse être redevable et qui puisse aussi être très proche de la population. Je suis pratiquement à la fin de mon temps. Et Allô? Bon, je crois qu'en attendant qu'on retrouve Dr Diallo, et elle est en train de nous parler de la nécessité d'avoir une formation. Vous m'entendez? Voilà. La nécessité d'avoir une formation qui amène nécessairement la police à devenir un service. Je crois que c'est important aussi de rappeler à ceux qui nous suivent, et quand on parle de force de police, bien sûr que la police est une force. C'est seulement dans le comportement et la manière dont la police gère la sécurité, l'insécurité, qu'on lui demande à se comporter comme un service d'abord. Donc, ce n'est pas qu'on est en train de nier à la police et sa qualité de force. C'est une force, c'est un corps constitué. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Mais c'est très important de tenir compte de la population, de la société. C'est pour cela qu'il vaut mieux qu'elle se comporte comme un service, et donc prestataire, plutôt que d'être une force qui n'applique que la force de façon vraiment dans un désordre. Je crois que c'est ça qui est important. Je ne sais pas si on a retrouvé Dr Diallo, mais elle va revenir par la suite. Alors, donc, je crois que c'est important. Ce que je vais demander en attendant peut-être que Dr Diallo nous revienne, c'est si vous avez des commentaires, Dr Briand ou commandante Senabou Diouf Baké, quelques commentaires sur cette nuance-là de force par rapport au service. Dr Briand. Merci pour la parole. Je crois que l'essentiel a été dit. Effectivement, on ne peut que reconnaître que effectivement, la police est une force, je dirais, qui est mise à disposition de l'État pour protéger ses populations. Mais je pense que ce qui est important, c'est effectivement d'intégrer, enfin, pour que les policiers intègrent l'idée que même s'ils sont une force, ils sont au service d'une population.
ils sont des représentants de cette population et ils agissent, ils ont été, je dirais, mis dans cette position et avec des instruments qui leur permettent d'agir, mais au service, effectivement. Et par rapport à la première question que le docteur Diallo nous posait tout à l'heure, je pense que pour moi, ce qui est important, en fait, c'est de dire que la police est au service de la sécurité humaine. Et donc d'avoir une approche beaucoup plus globale, en fait, de son rôle. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, les polices, elles ne sont pas simplement là pour faire régner l'ordre, mais on les utilise, par exemple, lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des séismes. Enfin, elles sont utilisées dans le cadre plus large parce que justement, la police est un des acteurs premiers en matière de sécurité humaine. Et à partir du moment où justement cette notion de sécurité humaine est intégrée dans les curriculums, elle est intégrée dans le cadre, je dirais, légal et réglementaire, elle est intégrée dans le cadre procédural avec les normes et les standards, c'est là qu'on va aider à changer les mentalités et aider effectivement à changer aussi les comportements au quotidien. Merci beaucoup, Dr. Brian. Madame Mbacké Diouf. Merci, Dr. Mathurin. Je vais juste bâtir sur ce que disait Dr. Brian. Oui, la police est une force au service de la communauté qui l'emploie. Oui. Parce que pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le grand banditisme, pour lutter des fois contre certaines manifestations, on a besoin de répondre proportionnellement à la force qu'on met sur la police. Là, je suis d'accord que c'est une force. Mais pour rendre le service nécessaire à la communauté qui l'emploie, la police a besoin d'être un service. Donc, je dirais que tous les deux vont ensemble. Police-service, oui, au service de la communauté qui l'emploie. Police-force, oui, pour répondre proportionnellement aux attaques ou bien à la force qu'on exerce sur elle-même. Donc, l'essentiel a été déjà dit, mais je dis oui pour les deux. Une force au service de la communauté qui l'emploie. D'accord. Merci, docteur. Beaucoup. Merci aussi. D'ailleurs, quand on se rend compte aujourd'hui de ce qu'on demande à la police en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, puisque c'est une lutte qui est basée essentiellement sur le renseignement, c'est aujourd'hui que la plupart des policiers ou les polices nationales se rendent compte de l'importance du peuple, de leur société. C'est la force en elle-même. Comme on parle d'une guerre asymétrique, la force n'arrive pas à faire le travail qu'elle peut faire sans le renseignement. Et qui dit renseignement dit le peuple. Et pour une fois, je suis en train de voir sur le continent au moins beaucoup de policiers devenir service. D'où la nécessité de beaucoup de police de proximité, police communautaire et autres. Donc, comme vous les deux, vous l'avez dit, et Dr. Diallo l'avait aussi dit, on n'est pas encore là, certes, mais c'est important qu'avec le temps, on puisse changer les mentalités dans les formations. Comme l'a dit Dr. Brian, le cadre légal en amont doit être vraiment bien défini. Ce qu'on attend de la police ou du policier, une fois qu'on aura fait ça, je crois qu'il y a de très fortes chances qu'on ait éventuellement une police qui, bien qu'étant forte, doit demeurer forte quand il s'agit de l'appliquer, de l'application de la loi, mais en tenant compte de la proportionnalité comme principe, mais plus un service quand il s'agit d'engager les populations. Je ne sais pas si Dr. Diallo va nous rejoindre, mais je veux savoir si le général Mbaye Cissé est en ligne. Bien. Ah, très bien. Merci beaucoup. Comment vous allez, mon général? Mais je vais très bien, Dr. Matt. Voilà. Donc, alors, on voudrait merci de nous joindre. Vraiment, merci de faire du temps pour ce webinaire. On voudrait savoir comment est-ce que de votre expérience, comment on peut faire de la police une institution au service du citoyen? Et deuxième question, en quoi la formation y est-elle fondamentale, à votre avis? Ah, merci docteur, et merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je salue Dr. Diallo, mon ami, et je salue respectueusement Madame la commandante Diouf et le docteur Brian. Les discussions étaient très, très intéressantes.
Mais je voudrais d'emblée, et j'ai bien aimé cette distinction qui s'est déjà dégagée dans les différentes prises de parole, cette comparaison, cette distinction qui fait de la police une force et un service. Voilà. Je pense que quand on parle de force, vous m'entendez? Très bien, oui, oui. Voilà, quand on parle de force, je pense qu'on est dans un état de sécurité. C'est un état objectif, un état de sécurité. Et quand on parle de service, on est dans un sentiment de sécurité. Et je pense que la police, dont l'appellation ancienne était peut-être les agents de police dans le jargon classique, on les identifiait comme les gardiens de la paix. Oui. Donc, cette sécurité, ce sentiment de sécurité est quelque chose à construire. Et qui parle de construction dit bien l'engagement de différents acteurs. Aujourd'hui, quelqu'un l'a déjà mentionné, je pense qu'on est en train de glisser d'une sécurité publique classique à une prise en charge beaucoup plus globale de la sécurité humaine. Et cette transition nécessite la mise en place de nouveaux outils pour, en fait, produire de la sécurité. Moi, je vois la relation police-citoyen comme une relation, comme un processus dynamique, évolutif, qui doit s'accommoder, en tout cas prendre pied et prendre racine dans les problèmes générés par la société. Aujourd'hui, je pense que pour rendre la police plus proche des citoyens, il faut nécessairement adopter des démarches inclusives, des approches inclusives. Je vais vous donner un exemple. Le centre que je dirige, le Centre des hautes études de défense et de sécurité, est en train de travailler sur un programme d'inclusion. Nous l'avons appelé le programme Collectivité territoriale, paix, sécurité au Sénégal. Puisqu'on s'est rendu compte que l'acteur principal de la sécurité ne peut pas être la police. La police, vous l'avez dit, est une émanation de l'État, c'est un bras armé de l'État, détentrice du monopole de la violence légitime, comme le soulignait Max Weber, mais comme elle est obligée de s'appuyer sur les bénéficiaires de cette sécurité pour produire du résultat. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, je pense que l'action doit être centrée davantage sur les collectivités locales. Pourquoi les collectivités locales? Puisque la sécurité, même si son émanation est centrale, c'est-à-dire elle reflète plutôt une verticalité, puisque étant un attribut très fort de l'État, mais son exercice quotidien nécessite d'être très, très horizontal. Autrement dit, il faut passer par les communautés de base, les collectivités territoriales, les élus. Les élus, pourquoi? Parce que les élus sont légitimes. Ils sont l'émanation directe des populations. Pourquoi les élus? Parce que les élus connaissent mieux, parfois, que les policiers, la proximité de leur commune, de leur terroir. Et pourquoi aussi s'appuyer sur les élus? Parce que les élus sont les relais les plus efficaces pour faire asseoir, en tout cas pour agir sur les comportements. Donc, pour que ce sentiment de sécurité soit diffus, la police doit s'appuyer davantage sur les communautés. Au Sénégal, nous avons développé des approches. Il y a l'agence de sécurité et de proximité qui, en fait, à côté de la police classique, joue un rôle très, très important auprès des communautés. À côté de ça, nous avons, par exemple, au Sénégal, dans certaines communes, ce qu'on appelle les contrats locaux de sécurité, qui sont en fait l'émanation des réflexions, des préoccupations sécuritaires des populations, qui sont prises en charge au niveau local et qui peuvent bénéficier de l'assistance technique ou de la supervision de la police pour ne pas connaître des débordements. Mais l'un mis dans l'autre, je pense qu'il faut nécessairement que la police intègre cette dimension. Pour aujourd'hui produire de la sécurité de manière efficiente, il faut y associer les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires, c'est-à-dire les communautés. En quoi faisant? En créant et en développant des mécanismes éprouvés, régulièrement mis à niveau pour pouvoir absorber en fait tout ce qui tourne autour de la délinquance urbaine, des problèmes d'urbanisation, des problèmes de sécurité d'une manière générale. Ça, c'est peut-être le premier aspect de la question. Pour nous parler maintenant de la formation, excusez-moi, la formation, moi, je la vois à deux niveaux. Il y a d'abord un niveau technique, puisque aujourd'hui, le maintien de l'ordre est une spécialité, nécessite des savoirs et des savoir-faire spécifiques.
quand vous regardez un peu le débat qui a surgi pendant les événements des Gilets jaunes en France, il y a un débat très intéressant qui s'est instauré entre les syndicats de police et les auxiliaires de la justice, bref, toute la classe politique en charge de la sécurité. Mais on s'est rendu très vite compte qu'il y a des techniques ou des aspects liés à la formation des policiers qui posaient problème. Certains ont fait référence au fait qu'en France, le maintien de l'ordre est encore, passez-moi l'expression, brutal, qu'il n'y a pas un contact en amont avec la foule. Dans certains pays, comme les pays nordiques, par exemple, ils sont même allés jusqu'à inventer ce qu'on appelle les officiers de dialogue, qui, en face d'une manifestation, bien avant la manifestation, prennent contact avec les organisateurs, font un travail de sensibilisation et d'explication, puisque souvent, si l'action de la police est bien expliquée en amont, le jour J ou le jour des manifestations, il y a moins de chances d'avoir des heurts. Ces officiers de dialogue, ils vont dans la foule, ils ne sont pas armés, ils parlent aux manifestants, même dans l'action, et même après l'action, ces officiers de dialogue peuvent se réunir avec des organisateurs pour faire des opérations de débriefing. Chacun comprendra donc pourquoi il est là. La police pour maintenir l'ordre, les citoyens pour s'exprimer, puisqu'encore une fois, la sécurité, c'est un droit. Même les manifestations doivent bénéficier de l'encadrement et de la sécurité des citoyens. Donc, là, au niveau technique, il faut moderniser la formation, accentuer la formation sur des questions liées à la gestion des foules, à la psychologie moderne, à l'impact des nouvelles technologies sur l'organisation des manifestations, quels sont leurs impacts positifs et négatifs. Et les programmes dans les écoles, dans les académies de police doivent les intégrer. Ça, c'est quelque chose d'important. Le deuxième niveau de la formation, pour moi, c'est au niveau éthique. Il faut que celui qui exerce le métier de policier sache qu'il l'exerce au nom d'un état de droit. Et qui dit état de droit dit respect de certaines valeurs. Il y a une manière de traiter le citoyen. Et il faut que le policier soit convaincu que celui qu'il a en face de lui a les mêmes droits que lui. Et ils sont juste face à face parce que chacun doit exercer ses prérogatives définies par la loi. Donc, au niveau éthique, il faut renforcer aussi le sentiment lié à la déontologie. Parce que la déontologie, en fait, c'est le creuset et le fondement central. Vous pouvez avoir la police la plus équipée du monde. Si la police n'agit pas selon des règles écrites et bien établies, vous ne pouvez pas tirer grand-chose de ça. Donc, niveau technique à renforcer, niveau éthique également à renforcer. Et surtout, au niveau éthique, ne jamais perdre de vue que la police est une émanation du corps social. Dis-moi quelle société tu as, je te dirai quelle police tu as. La police, elle ne vient pas sur le terrain pour appliquer des programmes. Elle est là pour veiller à l'application des lois. Et là, c'est là où je vais terminer. Il faut aussi davantage une plus grande implication de la société civile dans la prise en charge des questions liées à la formation. Il faut que les experts, les sociologues, les anthropologues s'associent à ces activités de formation pour permettre aux policiers aussi de découvrir certaines nouvelles facettes imposées aujourd'hui par la modernité et qui font qu'une police ne peut pas rester cloîtrée dans des pratiques très anciennes. Il faut qu'elles acceptent de se moderniser. Je pense que ce sera une des manières de dueler les relations. Je pense que j'ai été un peu long, mais le sujet me passionne un peu pour des raisons affectives, parce que chez moi, mes parents, ils m'appellent commissaire. Ils m'appellent commissaire parce que mon homonyme était un commissaire divisionnaire et qui a toujours exercé et que j'ai toujours admiré par son calme, son sang-froid et son respect des citoyens. C'est très important. Je vais peut-être m'arrêter là en espérant, s'il y a encore du temps, prendre la parole. Merci encore une fois. Merci beaucoup, mon général. On est heureux d'avoir le docteur Diallo back. Enfin, nous revenir. On est tous contents. Je voudrais vraiment vous remercier, mon général, parce que vous avez fait vraiment un travail exceptionnel en ce qui concerne cette question, comment faire de la police une institution au service du citoyen, surtout en parlant de la force, l'état de sécurité, c'est ça qui donne à la police la force, alors que le sentiment de sécurité devait lui donner le service.
vraiment à construire. Je crois que c'est très, très important. Et la nécessité de former. Et quand vous parlez de déontologie et d'éthique, le docteur Brian en avait parlé tout à l'heure. Je crois qu'on est tous sur les mêmes longueurs d'onde. Mais la nécessité de tenir compte, de moderniser la formation, je suis entièrement d'accord. Et que les académies de police doivent désormais essayer de mettre à jour leur curricula pour que les connaissances de 1960, on ne continue pas de les divulguer alors que les choses ont changé. Donc, cette nécessité de changer, de moderniser, d'adapter les curricula, je suis aussi entièrement vraiment d'accord avec vous. Maintenant, et la police en tant qu'émanation du corps social, vous avez raison. D'ailleurs, il y a, je crois, France Denat, un Français, qui disait que une société a la police qu'elle mérite. Tout ça là pour revenir encore à cette nécessité de comprendre que la police ne sort que de la société, c'est une émanation du corps social. Je vous remercie, mon général. Merci pour votre contribution. Je vais redonner la parole à ma co-modératrice qui est de retour. Docteur Diallo, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Dr Matt. Je suis vraiment navrée et je m'excuse pour cette interruption, mais j'ai eu des problèmes techniques. À un moment donné, mon ordinateur s'est complètement planté, il s'est arrêté. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, donc je ne sais pas, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. L'essentiel, c'est que je sois de retour et que je puisse participer au débat. Mais avant, j'aimerais remercier mes copanélistes qui ont assuré quand même la continuité de Allô? Docteur Diallo? Allô, vous m'entendez? Oui, oui, bon, vas-y. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que je n'intervienne pas, mais bon, on va tout faire pour que je finisse. Donc, Hadi Amado Thiam qui disait « Les exaspérations policières à travers le monde, soit pour des fins racistes ou politiques, préoccupent nos sociétés. Le rôle régalien de la police étant d'assurer la sécurité de nos populations et de leurs biens, que faut-il faire aujourd'hui pour contrer ce phénomène ?» Docteur Matt, Docteur Virginie? Je répète la question. Oui. D'accord. Elle parlait des exaspérations policières à travers le monde et elle se demandait aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contrer le phénomène. Je pense que déjà, il y a eu beaucoup d'interventions et des contributions qui ont répondu largement à cette question-là, à mon avis, aussi bien à travers nos différentes interventions, mais également par l'intervention du général Mbaye Cissé. Mais est-ce que vous aurez quelque chose de plus à rajouter? De plus, non, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous que l'essentiel a été dit, mais juste effectivement insister sur notamment ce que le général a mis en évidence, qui est la notion en fait de partenariat. Qu'on parle de police de proximité ou de police communautaire, finalement, de quoi on parle? On parle de partenariat. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il ne peut pas y avoir, je dirais, de bonne police, mais au-delà de la bonne police, il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance, quel que soit le secteur dans lequel on intervient, s'il n'y a pas de partenariat de travail. Et juste pour insister, en fait, que fondamentaux qui ont été mis en évidence pour qu'on puisse parler de bonne gouvernance. Et je pense que ces 6 fondamentaux-là se retrouvent lorsque l'on parle de la police et ont été en filigrane de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est la notion de redevabilité, c'est-à-dire qu'une police doit être redevable à la population qui lui a donné, qui lui a conféré en fait le rôle qui est le sien. Bon, les incitations, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Le processus participatif, on l'a dit, le général l'a dit notamment à travers les formations, c'est-à-dire qu'une
formation, la formation d'un policier, elle ne doit pas uniquement être faite par des policiers. Il doit y avoir des sociologues, des psychologues, des communicants qui doivent faire passer des messages. La transparence, je pense que la police doit intervenir dans un cadre de transparence. L'état de droit, c'est fondamental, et le partenariat, je pense que c'est vraiment des dimensions qui sont très importantes. Et sans ces dimensions-là, sans cette notion de partenariat, on n'arrivera pas à avoir une police qui soit, je dirais, qui travaille de manière beaucoup plus déontologique et équitable. Okay, Moi, exactement, merci. Docteur Mathurin, quelque chose oui, à moi, rajouter? ce que je voudrais simplement ajouter à ce que vient de dire Dr. Briand, je crois que le général l'avait évoqué tantôt, c'est la notion de la coproduction de la sécurité. C'est une nouvelle notion peut-être, mais il faut qu'on commence par... C'est ça qui va permettre à nos États, à nos dirigeants de comprendre que la sécurité est coproduite désormais dans le cadre de la sécurité humaine. On a beau vouloir sécuriser les gens, entre guillemets, ce qui est déjà difficile, parce que la sécurité, c'est une notion intuitive personnelle. On n'est pas en sécurité, mais on se sent en sécurité. Donc, pour que la police mette les gens en sécurité, il faut qu'on demande l'avis, qu'on comprenne que les gens doivent participer à la coproduction de cette sécurité. Voilà ce que j'avais ajouté. D'accord, merci. J'aimerais également en fait demander à Dr Mathurin de voir au niveau des commentaires et des questions, parce que quand j'ai été déconnectée, j'ai automatiquement perdu le fil des questions et des commentaires qui ont été envoyés par les participants. Il suffit d'aller à la partie discussion en bas de l'écran oui, pour voir en fait tous les commentaires ou questions qui ont été envoyés par les participants. J'ai quelques, pour voir s'il y a encore, s'il reste une question. Non, pour le moment, ce sont des commentaires. C'est des commentaires que j'ai. D'accord. Est-ce qu'il y a un commentaire qui... Attends que je vois. Qu'on peut partager, ou ça va? Voilà, il y a une... Dr Briand a fait des conditions de vie et de travail des policiers que je trouve assez importantes. Dans plusieurs pays, notamment africains, les policiers appellent le SMIC comme rémunération. Ils sont d'une certaine manière en insécurité, tant du point de vue du niveau très élevé des risques et d'insécurité dans nos sociétés aujourd'hui que du point de vue des conditions matérielles et financières. Ne faudrait-il pas a priori s'attaquer à l'amélioration de la situation du policier pour que son opérationnalité soit une réalité? Madame Yashika Kabré. Yashia. Oh, c'est monsieur Yashia Kabré. C'est une question pour Dr Briand. Ou nous tous. Hein. D'accord. Maintenant, oui, voilà. Oui, allez-y, Dr Briand. Non, je pense qu'effectivement, je ne peux que renforcer ce que j'avais dit précédemment. Je pense que cette notion en fait de sécurité humaine, elle passe aussi à travers la sécurisation en fait des ressources. Et c'est vrai qu'il est difficile de demander à un policier d'agir de manière, je dirais, déontologique, éthique et professionnelle, effective, efficiente, si lui-même au quotidien, il n'est pas dans un minimum de sécurisation humaine et qu'il n'a pas, je dirais, de vision à moyen ou long terme, idéalement à long terme, sur son niveau de ressources, sur comment il va pouvoir vivre, faire vivre sa famille et vivre dans des conditions décentes. Donc, c'est vrai que, bon, un policier est le reflet d'une société, mais après, c'est des choix de politique publique. C'est-à-dire que si on considère effectivement que la sécurité humaine, c'est un des droits fondamentaux de la population, dans les réformes que doivent mener les États, est-ce que justement cette réforme de la sécurité humaine et la prise en charge de la police n'est-elle pas un des premiers domaines sur lesquels il faudrait que les États agissent parce que, bon, et on l'a vu notamment avec le docteur Diallo ici en République démocratique du Congo, à partir du moment où on commence à établir un partenariat étroit entre la police et la population en donnant un minimum de visibilité à des policiers et en les formant, on voit tout de suite que le partenariat commence à se mettre en place et que les comportements changent. Et donc, à minima, en donnant un peu plus de visibilité et de long terme aux policiers, on peut déjà arriver en fait à des résultats très, très intéressants. Donc voilà, juste pour insister sur ce point-là. D'accord. Okay. J'ai deux petites questions parce que le temps est presque terminé. J'ai une question ici de Marc Weltman qui demande à propos des sujets partenariats et
coproduction de la sécurité, n'est-il pas nécessaire de former les citoyens à la relation avec leur police? Je vais déjà, justement, c'est tout le travail qui cadre la réforme de la police et la réforme du secteur de la sécurité. C'est important, en fait, de former les deux groupes d'acteurs, pas simplement les policiers, à mieux développer des actions de protection et à mieux collaborer avec la population, mais également de former la population à mieux connaître et à mieux comprendre le travail du policier, mais également à comprendre les conditions dans lesquelles le policier intervient. Comme mes copanélistes l'avaient déjà souligné, souvent on oublie que le policier également, c'est un citoyen en uniforme qui travaille. On oublie que c'est un être humain, il a des responsabilités à la maison, il a des problèmes comme nous tous. Et s'il n'est pas dans les conditions qui lui permettent de travailler, s'il n'a pas de prime, c'est un peu difficile de lui demander de faire un travail adéquat, pertinent, même sans avoir l'équipement nécessaire. Donc, c'est pour cela également, ça permet, lorsqu'on fait des formations, on sensibilise la population, on permet à la population de mieux comprendre c'est quoi le rôle du policier, c'est quoi le travail du policier, mais également sensibiliser la population, les citoyens, à leur propre responsabilité. Parce que qui parle de sécurité, la population aussi a une responsabilité à jouer. On ne doit pas tout attendre de l'autre. On a aussi sa propre contribution à apporter dans ce partenariat-là. Et il est important justement qu'on sache dans quelle mesure également pouvoir travailler et aider la police, mais également parler des problèmes qu'on vit. Parce qu'on ne peut être mieux protégé que si on est déjà conscient de nos problèmes et qu'on est en mesure de les expliquer à l'autre, c'est-à-dire le policier. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur cette question-là. Moi, je voudrais rapidement sur ça et dire que c'est vrai que c'est une voie à double sens. Mais on doit tenir un peu compte de l'histoire aussi, parce que pendant longtemps, au moins en Afrique, le policier, le citoyen fuyait le policier au lieu de s'approcher de lui. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est de s'approcher de lui. Il faut que le citoyen s'assure que le policier a changé d'habitude ou d'attitude de comportement, que le bâton ou l'arme qu'il a n'est plus à être utilisé contre lui. Donc, c'est ça qui fait que, bon, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on n'a pas de choix. À mon avis, c'est un partenariat. Sans ça, on risque de ne pas... Il y a une question que je viens de voir. Pourquoi en Afrique, le policier accepte un pot de vin sur place et en Occident, ce n'est pas le cas? C'est Combo Sendou qui a envoyé cette question. Docteur Briand? Oui, non, mais je pense que c'est lié à beaucoup de... C'est multidimensionnel, en fait. Les causes sont multidimensionnelles. Je pense qu'il y a la question du revenu, il y a la question du contrôle, c'est-à-dire qu'un policier, s'il demande, il accepte ou il demande un pot de vin sur la route, c'est aussi parce qu'il sait qu'il ne va pas être contrôlé et qu'il ne va pas être sanctionné. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, il est libre de le faire, il ne risque pas grand-chose. En France, notamment, un policier qui se permettrait de faire ça, n'importe qui pourrait aller au commissariat du coin et déposer plainte et on sait qu'effectivement il y aurait des sanctions et des mesures qui seraient prises. Donc, mais c'est une question qui est multidimensionnelle parce que là encore c'est aussi lié au niveau de revenus des policiers en fait. Non, je crois que c'est vrai ce que Dr Briand vient de dire, mais comme elle a dit d'entrée, il y a la formation déjà. Si en amont déjà, dans le cadre légal ou réglementaire, vous ne savez pas, il y a des choses que tu sais en tant que policier, tu ne peux pas faire, tu ne dois pas faire, tu ne le feras pas. Exactement. Maintenant, avec l'impunité qui sévit sur notre continent et ailleurs, naturellement, les gens essaient de pousser un peu le bouchon et désormais, avec la hiérarchie qui est complice quelque part, le policier dit, bon, ce n'est pas grave, que je ne suis pas bien payé de telle façon, pourquoi pas? D'accord. Et je pense que... Oui, pardon, je pense que ça c'est lié aussi à une... Enfin, on a parlé de formation, mais c'est vrai que dans la formation, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, il y a l'apprentissage de nouvelles habitudes, nouveaux comportements, etc. Mais ce qui est plus compliqué, c'est aussi la déconstruction, en fait. Quand on forme, et c'est pour ça, effectivement, par rapport à ce que disait le docteur Diallo, l'importance d'une formation continue, parce que il faut non seulement apprendre de nouvelles façons de travailler aux policiers, mais il faut aussi, et notamment on le voit par rapport à cette question du pot de vin, il faut aussi déconstruire des habitudes.
de travail. Et ça s'inscrit forcément dans la durée et c'est certainement ce qui prend le plus de temps. Et c'est là aussi où la notion de partenariat est importante et où le rôle de la société, des communautés, de la société civile est important pour aider à la déconstruction à travers une interaction et à travers ce partenariat. Effectivement, également, d'où la nécessité également pour le policier de rendre compte de la redevabilité du policier. Il y a tout un mécanisme de contrôle, de suivi, pas simplement de la part de la société civile et des populations, mais également des parlementaires qui doivent interpeller le policier, qui doivent interpeller les services de sécurité pour que le policier soit plus qui respecte justement ces règles-là. Malheureusement, on est à court de temps. Avant, si tu permets. permets. Question. Voilà, il y a une dernière question que je voulais non, ce n'est pas une question parce qu'elle est revenue 2 fois. Voilà. Il y a une question qui est revenue 2 fois que je voulais revenir avant de passer à ton point. Ma question se tourne concernant l'insécurité qui sévit à Mayotte, département français d'outre-mer. La police est impuissante face à ce fléau. Doit-on remettre en cause le rôle de la police au sein de la société ou c'est un laxisme de l'État à remplir ses fonctions régaliennes pour protéger le peuple? Mayotte, c'est un territoire français, non? Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça doit retourner à Dr Virginie. Non, nous sommes tous les 3 interpellés. Je n'ai pas dit ça encore. Je n'ai pas dit ça encore. Non, mais je pense qu'il y a, c'est comme on a dit, il doit y avoir un travail qui doit se faire non seulement autour de l'État, du policier et de la population, mais il y a la formation, il y a la sensibilisation, il y a une implication de tout le monde à ce niveau-là. Et voilà ce que je pourrais dire sur ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter sur ça et je repasse la parole à Dr Mathurin. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, Dr Diallo. Moi, je tenais quand même à relever, parce qu'il y a des commentaires que Madame Adja Fatoumata Binta Diallo, c'est une ancienne ministre de la Guinée, je crois, et qui a fait pas mal de commentaires. Je voulais ressortir l'aspect de partenariat. Elle insiste beaucoup, on en a parlé déjà, mais elle insiste beaucoup. Je crois qu'elle a raison, parce qu'il faut nécessairement un partenariat participatif et inclusif. C'est-à-dire que c'est un cadre, pratiquement, elle demande un nouveau paradigme. Et elle a raison, il faut un nouveau paradigme dans lequel policiers et sociétés, citoyens et policiers essaient de collaborer, de comprendre que la sécurité étant une coproduction, les deux de part et d'autre doivent s'entendre pour vraiment améliorer les conditions de travail, de vie, de rendre la tâche un peu plus facile aux policiers. Voilà ce que je tenais quand même à dire, parce qu'elle a insisté beaucoup, elle a fait pas mal de commentaires et nous la remercions pour cela. Merci, Dr Diallo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Mathurin. Je pense que ce webinaire tire à la fin. Encore une fois, je suis vraiment navrée de n'avoir pas pu, d'avoir été interrompue, mais ce sont des problèmes techniques et heureusement que la continuité a été faite par mes copanélistes. J'aimerais juste vous inviter à un mot de la fin, à chacun de vous, en moins d'1 minute, si c'est possible. Oui, d'abord, j'ai remarqué qu'on a perdu la commandante. Oui. On l'a perdu. Bon, donc, je vais laisser Dr Brian. Oui, en 1 minute, mais je vais revenir effectivement sur la notion de gouvernance qui est pour moi fondamentale en fait. Et je pense que il faut, quel que soit le domaine sur lequel on travaille et dans le cadre qui nous intéresse sur la police, je pense qu'il faut réfléchir de manière, je dirais, appropriée à chaque société à quelles sont les déclinaisons des 6 piliers que j'ai nommés, c'est à savoir la redevabilité, la transparence, le partenariat, pardon, j'ai oublié les autres, les incitations, la participation et l'état de droit, de façon à ce que la police puisse construire en fait cette notion de coproduction que j'ai beaucoup aimé, que vous avez utilisé, Dr Mathurin, de coproduction de la sécurité. Comment est-ce qu'ensemble, dans un état de droit, on coproduit effectivement la sécurité? Et aujourd'hui, on s'en rend bien compte avec les nouvelles formes d'insécurité qui se sont développées. La sécurité humaine dans sa multidimensionnalité ne peut pas être laissée à la seule je dirais, responsabilité de la police. Les citoyens ont aussi des droits et des responsabilités et des devoirs en la matière. Merci beaucoup, Dr Briand. Dr Mathurin? Moi, je voudrais rapidement faire la nuance entre
répression et prévention. Pendant longtemps, quand vous prenez la fête traditionnelle, c'était la prévention. C'est-à-dire ceux qui jouaient le rôle de policiers n'étaient pas naturellement armés ou n'avaient pas des uniformes en tant que tels. C'était un groupe d'individus, mais qui essayaient de prévenir les infractions, les comportements déviants et autres dans la société. Mais avec la police moderne, ce que moi j'ai remarqué, noté, c'est plutôt la répression. Vous avez la police qui attend que l'acte, enfin, l'infraction soit commise et après maintenant pour venir réprimer. Alors que ce qu'il faudrait, ce serait encore qu'on retourne à cette police communautaire, cette police de proximité où c'est la prévention. La police même donne des exemples, essaie d'aider les gens à éviter un certain nombre de comportements qui seraient des infractions à la fin. Donc, si on peut mettre l'accent sur la prévention plutôt que la répression, je crois qu'on va retrouver une police communautaire ou une police de proximité où le policier, le citoyen aurait compris que c'est ensemble qui vont coproduire la sécurité et cela peut améliorer les choses. Je vous remercie, Dr Diallo. Merci beaucoup, Dr Mathurin, et je vais reprendre sur ce point que vous avez laissé. C'est très important justement de revenir à cette notion de police de proximité et de travail de partenariat entre la police et la population. Mais il faut aussi également reconnaître que le travail ne dépend pas simplement de la police, mais l'implication de l'État, des services de sécurité sont fondamentales à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la réalité des violences policières, ce n'est pas juste une réalité. Elle est globale, elle est mondiale. On voit, ce n'est pas juste en Afrique, mais également en Occident, surtout actuellement en Occident. C'est vrai que les policiers africains aussi ont leurs problèmes, mais il y a des actions et des mesures qui doivent être prises. Et lorsqu'on parle de la réforme du secteur de la sécurité, il faudrait prendre tous les éléments en compte et non seulement l'aspect logistique, l'aspect formation, l'aspect implication de la société civile, les parlementaires, mais également la population. Donc, c'est un travail en partenariat qui implique tout le monde, pas simplement le policier, qui ne concerne pas uniquement le policier, mais également la population et l'État. Je pense que si on fait ce travail-là et que le policier est dans les conditions requises, pas simplement en termes de formation, mais aussi en termes de travail, qu'il a les outils nécessaires, l'équipement nécessaire, je pense que tout ça aussi peut concourir à l'aider à mieux faire son travail et à améliorer également les relations entre les citoyens qu'il est censé servir et les services de sécurité. Donc, merci beaucoup, Dr Mathurin, pour la qualité de vos interventions. Merci beaucoup, Dr Briand, pour d'avoir accepté l'invitation et aussi pour la qualité de votre intervention. Je remercie également le général Mbaye Cissé, ainsi que la commandante Diouf Mbake, qui n'est malheureusement pas là, et aussi la citoyenne Hadia Mouminatou Diarra qui a partagé son expérience et tout ça. Et finalement, j'aimerais remercier très sincèrement les participants qui sont restés jusqu'à la fin et pour les commentaires, pour les questions, la qualité des questions et des commentaires. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Dr Briand. Merci, Dr Diallo. Merci, Général Mbaye. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Okay, au revoir.